Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue du côté de chez Swan, je m'appelle Swanny Kanga, je suis auteur du livre Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'expression de notre authenticité. Comment être soi-même, comment se brancher à ce qui se passe en nous plutôt que de rester caché derrière le masque d'acceptabilité. Tout un programme, flashback d'abord. Vouloir plaire, vouloir faire corps avec un groupe social est encodé en nous. Être banni au cours de notre évolution était synonyme de peine de mort. Donc les humains, comme on le sait, ont survécu en se regroupant contre une nature hostile. Et il y a en nous cette peur étouffante du rejet et de la mise à l'écart en raison donc de cette programmation qui est attendue du point de vue évolutionnaire. Cependant, la mise à l'écart aujourd'hui n'a plus la même signification. Être rejeté par un date ne veut plus dire la même chose. Un ours ne va pas nous dévorer, les éléments ne vont pas nous engloutir. Si on se fait recaler, si on se fait cancelled, on reste en sécurité pour autant et on ne craint pas pour sa vie. Il y a donc aujourd'hui une inadéquation entre le risque encouru et l'angoisse énorme qui nous revient à nous de rationaliser. Donc c'est pour cela que les techniques de relaxation en tout genre ont aujourd'hui pignon sur rue et que l'on parle de plus en plus de respiration et de méditation, c'est parce que tout cela finalement contribue à calmer notre système nerveux qui a une fâcheuse tendance à nous envoyer des alertes de mort même tranquilles sur notre canapé peinard devant Netflix. Pour ne rien arranger, non seulement donc l'évolution nous a légué en héritage une détestation pure et dure de toute forme de rejet, vécue comme un anéantissement de notre identité, mais en plus, entre-temps, le trauma qui lui aussi impacte notre système nerveux est passé par là. Et donc, si nos besoins d'amour, d'appartenance ou de validité n'ont pas été nourris, eh bien c'est le chaos. Non seulement on a une peur du rejet d'un point de vue darwinien, mais en plus on l'anticipe, on le voit partout. On se dit devant une personne qui nous plaît, à tous les coups, la personne va me rejeter parce que on n'a plus accès finalement à cette lucidité face à notre identité, à nos qualités, qui sont effacées derrière la vision diminuée et rejetée de nous enfants. Quand on se regarde, après un trauma, il est commun qu'on ne voit plus nos talents, nos capacités, le parfum unique qui émane de nous, et qu'on voit plutôt l'opprobre, le désaveu familial et la honte qui nous suit partout. Vous savez, c'est ces personnes qui ont tout d'un point de vue extérieur, mais qui ont été programmées ou reprogrammées à penser qu'elles sont démunies et qui, contre toute rationalité, vont avoir l'information erronée selon laquelle elles dysfonctionnent, elles ont une faille. Et donc, tout ce qui pourrait se faire sur le mode de la naturalité, aimer, être aimé, tout cela a été court-circuité. Et désormais, elles se dénigrent sur le mode automatique, comme le fait de marcher, tous ces éléments qui relèvent de l'inconscient, eh bien, ont imprimé également ce désastre familial qui les a menés au désamour de soi. Comment être authentique et à l'aise avec soi lorsque dès que l'on a existé, un veto a été manifesté? Imaginez-vous, vous avez 3 ans, 6 ans, vous êtes complètement vulnérable. Vous êtes nu, vous n'avez aucune défense, aucune force pour vous exprimer contre l'adversité ou les moules dans lesquels la société vous enserre. Vous avez un cerveau tout neuf, sans aucune expérience, sans aucune capacité cognitive de recul. Et donc un rejet à cet instant-là, à cet instant d'extrême vulnérabilité, une honte qui est infiltrée à ce moment-là, a un pouvoir inimaginable. Vous provoquez la honte d'exister chez un gamin de 4 ans et vous pouvez être sûr qu'il la gardera toute sa vie si rien ni personne ne vient défaire cet abus. Et non, le temps ne guérit pas les blessures, il les enterre. Et elles ressortent à chaque activation avec la même souffrance qu'à 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes en thérapie, et c'est la raison pour laquelle les professionnels de santé font tant référence à l'enfance, c'est que c'est aussi complexe que ça. Si l'on a discrédité un trait de votre personnalité, une différence, une manière d'être, vous étiez trop petit pour faire la part des choses. Trop petit pour vous dire « ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je vaux »,
Et même si on n'a pointé qu'un seul aspect de votre personnalité qui, selon eux, dysfonctionnait, eh ben vous vous êtes rejeté tout entier et vous vous êtes dit je suis nul, plus nul que les autres, en ayant l'impression de ne pas pouvoir échapper à cette sentence. Quelque chose d'authentique, c'est quelque chose de conforme à la vérité, nous dit le dictionnaire. Conforme à la vérité. Oui, mais si votre famille vous a appris une autre vérité sur vous-même que ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être digne de bonheur, de tenter sa chance, d'avoir des relations amoureuses épanouissantes, eh ben, l'authenticité que vous allez démontrer sera d'être conforme à la version détournée de vous qui vous a été enseignée par vos parents. Conforme à la vérité de la honte, de votre faille, de votre tare. Et donc vous avez plein d'adultes qui vivent aujourd'hui conformes à la vérité de leurs parents, quelle qu'elle soit. Pour certains, c'était d'être des financiers puissants, alors ils le sont devenus, même si leur enfant intérieur pleure de cette vie qu'ils n'ont pas choisie, et les pousse à anesthésier cette dissonance dans la coke, les histoires sans lendemain ou la désillusion. Certains vivent éloignés de leur potentiel parce que leurs parents leur ont dit off, toi tu feras jamais rien de ta vie, t'es qu'une merde, tu vaux rien. Il y a des parents qui disent ça. C'est malheureusement avéré. Et alors, je vais faire une parenthèse sur la question des parents, parce qu'on en parle beaucoup dans ce podcast. Je tiens à dire que c'est un espace qui cible surtout ceux dont les parents ont été dysfonctionnels. Je ne pense pas que tous les parents soient dysfonctionnels, je pense même que la majorité font du mieux qu'ils peuvent. Cependant, tous les parents ne font pas de leur mieux. Et brider la parole des victimes d'abus avec une sanctification de la parentalité, c'est de mon point de vue dommageable, parce que beaucoup ont assisté à des scènes, vécu des choses qui ne relèvent pas de cet idéal de sanctification, et j'ai pas envie de les gaslighter, de leur faire douter de leur version de la réalité. Beaucoup ont subi des négligences graves et autres formes de violence, et je veux leur proposer un espace où l'on n'assomme pas avec des grandes doctrines dogmatiques détachées de ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu la vraie vie, et ces belles phrases, ces beaux préceptes philosophiques ou bibliques ne répondent pas, je pense, à la complexité de leur situation. Dire honore ton père et ta mère, même si c'est beau comme ça et que je suis d'accord avec l'idée, manque d'exégèse parce qu'il faudrait rajouter, oui, mais honorez vos enfants aussi, parce qu'ils sont tout aussi sacrés que vous. Donc pour moi, le respect, il est mutuel. Et s'il faut bien honorer ses parents, ce n'est pas le cas des parents abusifs, ce n'est pas le cas des parents violents. Si on honore les parents abusifs et violents, je pense que la morale a perdu sa tête et son rôle de garant de la survie de l'espèce. Donc c'est une petite parenthèse que je tiens à faire parce qu'on parle des parents et on va encore en parler. Ce n'est pas un podcast contre les parents, je suis parent moi-même, je sais à quel point c'est complexe comme tâche, mais c'est un podcast pour les enfants que les adultes n'ont pas protégé, consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils n'avaient pas les moyens cognitifs, parce qu'ils n'avaient pas accès à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau humain, parce que la culture était leur angle mort, ou qu'ils étaient malades, quelle que soit la raison. Je veux tout de même proposer d'outiller cette partie fragile de nous et nous aider à nous reconstruire. Donc, parenthèse fermée, on va revenir à l'authenticité. Si l'on a rejeté en bloc ou en partie ce que vous étiez, vous vous êtes mécaniquement rejeté en bloc ou en partie aussi. Vous avez appris à détester vos particularités. Si l'on a moqué votre sensibilité, cela m'étonnerait beaucoup que vous vous disiez aujourd'hui, sans aucun travail thérapeutique préalable, « Oh ben non, moi j'aime bien être à fleur de peau, je trouve que ça me connecte avec le vivant. » Non, je pense que c'est pas tout à fait la réalité. Si l'on vous a fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour vous d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il est extrêmement difficile pour vous de prendre de la place aujourd'hui, et c'est ce qui m'est arrivé. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais dans le ventre de ma mère. Elle avait renoncé à énormément pour cet homme, à une position sociale très favorisée, à un mariage confortable depuis des années. Et en plus de cela, non seulement ils se sont séparés, mais en plus de ça, il y avait un soupçon d'infidélité autour de cette grossesse qui a occasionné le départ de mon père. Donc je ne suis pas précisément arrivée avec de l'insouciance et un sens de mériter quoi que ce soit. C'était même plutôt l'inverse. J'ai passé toute ma vie à m'excuser d'être là, dans le choix de mes vêtements. J'avais des couleurs neutres, passe-partout. Dans le fait de ne pas mettre de talons parce que je suis déjà grande et que je ne voulais pas occuper plus d'espace. Dans le fait de ne pas vouloir m'affirmer dans mes opinions, dans mes préférences. De ne pas me donner aussi les moyens de réaliser mes rêves parce qu'ils auraient occupé de l'espace eux aussi. Donc avant de faire ce travail d'introspection, pendant 36 ans, j'ai rasé les murs. Et j'ai laissé les autres où la vie me portait sans trop me trouver légitime à avoir ce que je voulais vraiment. Donc vous voyez, l'authenticité est parasitée par la vérité, entre guillemets, conforme, qui est implantée en nous, enfants.
Et la mienne, c'était tu n'es pas à ta place. Ton arrivée a fait exploser ton noyau familial, mis ta mère en dépression, l'a poussée dans l'alcool. Donc honte à toi. Maintenant, la moindre des choses, ce que tu puisses faire, c'est de te faire petite, de te faire oublier et de toujours donner raison aux autres par défaut. De toujours t'occuper des autres et de toi, après, s'il en reste, mais toi, c'est pas important. Donc ma vérité, c'était ce schéma de soumission, d'abnégation, et j'existais sur les marges comme ça, à la volée. Donc c'est intense, hein, tout cela, mais lorsque l'on touche les racines de l'enfance, on touche à ce qui nous pilote à distance depuis parfois toute une vie. Donc oui, c'est intense, oui, c'est profond, mais c'est parce que ce sont là que résident nos racines, et donc c'est fondamental d'y toucher. Être authentique commence par se retrousser les manches et aller inspecter avec une honnêteté crue ce que sont réellement ces racines. Quelle est la vérité que l'on a programmée en vous et qui vous empêche d'être conforme à ce que vous êtes réellement? On vous a peut-être fait penser que vous ne méritiez pas l'amour et donc vous avez une vérité qui est je suis indigne d'être aimé. Et comme par hasard, vous vous retrouvez dans des relations qui confirment ce postulat de départ à l'envi. Des relations bidons, blessantes, traumatisantes où vous êtes abandonné, gaslighté et qui vous ramènent à cette vérité pourtant inconforme de votre invalidité. Pour être authentique, vous devez changer la pensée racine de votre système, la vérité qui a été rajoutée manuellement par les difficultés de votre vie. Avant que vos parents ne vous fassent croire directement ou indirectement que vous n'étiez pas valable, vous avez existé dans votre conformité. Votre conformité a été hackée. Chez moi, elle a été hackée in utero, donc je vous laisse imaginer à quel point tout cela m'a paru évident. Mais elle a été implantée quand même en fabriquant une évidence nouvelle. Et c'était je suis indigne d'amour, je ne mérite pas d'être heureuse, il n'y a pas de place pour moi, sans l'ombre d'un doute. Pour retrouver ma voie, ma place, j'ai dû faire un exercice mental qui consiste à remplacer le je ne mérite pas l'amour par je ressens que je ne mérite pas l'amour à cause de l'enfance sans affect que j'ai expérimenté. Le j'ai honte de qui je suis a été remplacé par je ressens de la honte envers qui je suis à cause de l'absence totale de validation envers ma petite personne lorsque je suis arrivée dans ce monde. J'ai rajouté je ressens avant toutes les sentences qui me suivaient depuis toujours. Et je vais vous dire, ça a été le début de la plus belle transformation de toute ma vie. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai appelé mon livre Métamorphose, où je consigne tous les moyens de désautomatiser l'autocondamnation, l'autorejet, etc. Et d'ailleurs, je me sentais tellement pas légitime en tant que personne que même lorsque j'ai écrit le livre et que je l'ai publié, eh ben, j'avais cette voix qui me disait « Mais qui es-tu, toi, pour écrire un livre sur le trauma ?» Pourtant, j'avais bien 36 ans de trauma derrière moi, mais il a fallu l'insistance de mon entourage, l'insistance de ma psy, pour me sentir à ma place d'écrire un livre que j'avais besoin d'accoucher et qui pouvait faire du bien aux autres. D'ailleurs, heureusement que je l'ai fait, parce qu'en effet, il chamboule des tonnes de personnes, il leur donne des outils auxquels ils n'avaient pas forcément pensé avant dans leur cheminement vers la guérison intérieure. Moi, je pensais en fait que l'illégitimité que je ressentais était académique, vu que j'ai un master de sciences politiques et non de psychologie, mais en réalité, c'était une illégitimité structurelle qui me suivait partout et qui était l'histoire de toute ma vie. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ma psy m'a dit, après avoir lu le livre, qu'elle aurait pu écrire exactement le même, tellement j'avais vu juste sur la question du trauma, mais qu'elle n'aurait simplement pas eu une aussi belle plume. Donc j'ai trouvé ça assez marrant finalement, vous voyez, comment finalement l'inconscient agite des ombres qui ne sont que factices. Hein. Donc on ne peut pas retrouver son authenticité et l'exprimer en restant à la surface. Il faut aller en profondeur, il faut sortir les poubelles, il faut déraciner des choses de l'enfance, c'est incontournable et redonner son innocence au gamin de 8 ans en nous qui avait des besoins légitimes et qui doit désormais ressentir la possibilité de se mettre en colère face à cette enfance carencée. Donc on a dit rajouter je ressens plutôt que je suis devant nos émotions. On remplace je suis une merde par je me sens comme une merde et on explique pourquoi. Je me sens comme une merde parce que ma mère me comparait à mes frères et sœurs, parce que mon père est parti, parce que j'étais obèse, maigre, bègue, dyslexique, qu'importe, le trauma qui a été ressenti, on explique. Vous ne vous sentez pas comme une merde ex nihilo, donc à ce stade, on va juste reconnaître le processus mental qui opère en retirant le saut de vérité absolue que lui a donné l'inconscient, comme on l'a dit dans un épisode précédent, qui ne remet rien en cause. Quand vous marchez, vous ne vous dites pas je marche, vous ne vous dites pas d'abord le pied droit et après le pied gauche, c'est automatique. Et donc la pensée je suis une merde, lorsqu'elle est dans l'inconscient,
est tout aussi mécanique. Ensuite, on a le « je me sens comme une merde parce que mon père ne m'aimait pas ou me frappait ». Étape 2, on appelle le conscient. Est-ce que j'ai raison de me sentir comme une merde? Est-ce qu'un enfant de 4 ans, de 9 ans, de 10 ans doit travailler pour gagner l'amour de ses parents? Doit-il se changer pour être accepté? Rationnellement, est-ce qu'un enfant bègue, malade, calme, timide, différent doit souffrir de cette particularité et être rejeté et humilié? La réponse est non. Il vous est arrivé non pas parce que vous le méritiez, mais parce que nous vivons dans un monde injuste. La vie est parfois injuste et on le voit tous les jours. Vous avez sûrement vécu des choses joyeuses, belles, remarquables, mais comme tout le monde, vous avez aussi vécu des injustices. Pas de votre fait, mais du fait de l'imperfection qui nous entoure. Alors philosophiquement, on peut se dire peut-être que s'il n'y avait pas d'imperfection, on ne verrait pas la perfection, et peut-être que s'il n'y avait pas d'injustice, on ne verrait pas la justice, mais on ne va pas se préoccuper de philosopher à cet instant, on va se préoccuper de se dire que ce n'était pas de notre faute, et que l'on n'avait pas à travailler pour plaire à nos parents, et à rejeter des parties de nous pour être acceptés et aimés. Et cette étape 2, où on appelle la partie consciente de notre cerveau, peut durer longtemps, des semaines, des mois, des années. Elle consiste à rééduquer votre cerveau et elle nous mène à l'étape 3 qui est réapprendre, réinjecter notre vérité conforme pièce par pièce. Pour cela, certains vont écrire leurs émotions dans un journal quotidiennement pour donner de la valeur à des mouvements intérieurs qui en étaient dépourvus finalement. Si vos parents se moquaient de vos ressentis, écrire va vous rendre votre authenticité. Je me sens de cette façon et j'ai le droit, c'est ok. Donc si vous êtes prisonnier d'un schéma de force, écrire vos angoisses telles quelles va rétablir finalement plus de vérité dans ce que vous vous êtes autorisé jusqu'à présent à ressentir aussi. Vous voyez, vous regagnez progressivement du territoire sur ce terrain occupé par le trauma. Il y en a qui utilisent des affirmations également. Alors pour ma part, j'étais assez réticente au départ, je trouvais que c'était un peu perché de se parler à soi-même à voix haute. Et lorsque je regardais des films où, vous savez, dans leur voiture, ils récitent des phrases comme ça, et ben je me disais, c'est un peu gênant, c'est awkward. Donc j'étais personnellement assez réticente. Mais je l'ai fait quand même, je me suis dit allez, je me lance. En plus ma psy en faisait également l'éloge, alors je me suis dit pourquoi pas. Et pour que ça fonctionne pour moi, j'en ai écrit des sur-mesures qui ne me gênaient pas, parce que j'ai horreur des grandes phrases toutes faites. Donc je me suis fait des petites phrases toutes simples qui pouvaient avoir du sens, à mes yeux. Je me suis aussi rendu compte que ça marche mieux si on a respiré avant, 5 à 10 minutes de respiration profonde. Et je recommande à nouveau Wim Hof, W-I-M, plus loin H-O-F, sur YouTube, qui a des respirations qui vont calmer le système nerveux. C'est vraiment miraculeux, ça fonctionne dans n'importe quelle crise d'angoisse. Wim Hof est assez improbable, hein. Si vous ne connaissez pas son parcours, je vous invite à aller vous renseigner. Il a battu plusieurs records du Guinness. Et donc, ces respirations de 10 minutes sur YouTube sont excellentes lorsque l'on va ensuite utiliser les affirmations. Ça va faire cesser en fait les alarmes du trauma et vous permettre d'avoir plus d'écho lorsque vous allez utiliser les phrases que vous aurez sélectionnées pour vous. Lorsqu'on fait des affirmations, petit détail, on utilise des phrases positives et courtes. Par exemple, je suis facile à aimer, plutôt que des phrases négatives du style je ne suis pas difficile à aimer. Pour le cerveau, la simplicité va permettre d'aller plus loin dans l'inconscient de manière plus rapide également. Les phrases que vous pouvez donc choisir en fonction de votre histoire. Je suis facile à aimer, je suis à ma place, je mérite d'avoir ce que je veux, je mérite d'être ici, etc., etc. Courte, sans fioriture, et ça va vous donner accès progressivement finalement à cette vérité conforme qui a été hackée. Et si vos parents vous disaient, ou vous disent encore, hein, pour ceux dont les parents sont toujours actifs malheureusement du côté abusif de la force, leur pensée je suis une merde va appeler chez vous une affirmation qui sera plutôt j'ai toujours eu de la valeur et je fonctionne normalement. Donc vous répétez cela plusieurs fois pour que ça s'automatise dans votre esprit, tout comme la maltraitance est automatisée. On rappelle qu'au début, vous êtes parti d'une certaine neutralité, ou en tout cas d'un conditionnement de l'évolution de l'espèce, qui était vous arrivez, vous voulez découvrir la vie, vous êtes plein d'ambition, il n'y a rien en fait dans votre programmation intérieure qui vous empêche d'aller vers le vivant comme ça avec les bras ouverts. Ensuite, le trauma a eu lieu, vous avez perdu le sens de cette évidence à exister, et les affirmations sont des outils qui vont vous aider à rectifier ce tir en disant un petit peu tous les jours de manière répétée des phrases qui vont vous remettre dans la bonne direction.
Finalement, la raison pour laquelle ces pensées étaient si puissantes pendant des décennies, pour certains, c'est parce qu'elles avaient été laissées tranquilles jusqu'ici, hein. Vous ne les êtes pas allés les chercher, les désactiver manuellement, donc elles apparaissent toutes puissantes. Les affirmations, finalement, c'est un peu comme des obus que vous allez balancer sur un territoire occupé et qui vont déstabiliser l'ennemi, ici les vieilles croyances. De manière progressive, elles vont perdre du terrain. Et forcément, au début, votre inconscient va lever un sourcil en mode t'as perdu la boule et vous sortir tous les panneaux, mais si t'es une merde en fait, hein. Et là, il faudra continuer. C'est une barrière que on va tous rencontrer sur ce chemin. Il faut continuer quand même. Respiration, écriture, affirmation, thérapie, je reviendrai toujours dessus parce que pour moi c'est un moyen de faire des bonds extraordinaires vers notre guérison. Donc lorsqu'on peut le faire, la thérapie, en plus si on tombe sur la bonne personne, la personne qui nous convient, et ben le résultat peut vraiment être magique parce que ça va être une voie qui va constamment mettre en échec vos pensées limitantes. Moi, au début de ma thérapie, je suis arrivée avec toutes mes certitudes d'être en biais, de travers, mais l'indifférence de ma psy à tous mes schémas de pensée caduques, son regard impassible devant mes certitudes, m'a sacrément aidé à en douter progressivement moi-même. Je me suis dit, ah, ça c'est pas évident, d'accord. Je ne le voyais pas comme ça, mais je vais y réfléchir. Et au fur et à mesure, il y a des enclaves qui ont été récupérées dans mon cerveau. Donc toutes ces ressources, et on peut rajouter les livres, hein, bien évidemment, dans cette exploration, vont remettre au centre ce qui vous est arrivé. Vous ne pouvez pas guérir et devenir authentique sans mettre les pieds dans le plat, sans regarder chaque sentiment de honte et d'inadéquation en face. Et je sais que c'est chiant, hein. Croyez-moi que s'il y avait un moyen de le faire en un clin d'œil, je l'aurais déjà trouvé, mais c'est possible si on y va à notre rythme, en prenant des pauses, en conservant chaque jour une fenêtre pour le rire, le fun, l'insouciance, en ne faisant pas que guérir, mais en vivant aussi. Et donc oui, c'est possible, une transformation après l'autre. Si vous avez vécu un trauma, il n'y a pas d'authenticité à vous montrer aux autres sans trauma, comme quelqu'un de non affecté, de toujours fort, de guéri déjà. L'authenticité, c'est montrer sa vérité conforme, comme on a dit. Et donc, le trauma aussi, la sensibilité, les blessures qui font partie de cette vérité. Guérir, ça va vous aider à révéler aux autres et à vous-même tout ce que le trauma occultait jusqu'à présent. Vos qualités, vos points forts, l'amour que vous méritez, le respect, toutes ces choses en fait qui sont automatiques lorsque l'on n'a pas été traumatisé. Et ça vous permettra d'accepter plus facilement les compliments sans vous sentir gêné, parce que vous aurez désactivé la honte. Et la honte, finalement, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est un bon indicateur de l'endroit où on se trouve dans notre guérison. Plus on a honte, plus finalement c'est une invitation à poursuivre sur cette voie de l'acceptation. Et de l'autre côté de la guérison, eh bien, il y a l'acceptation de notre tout, de tout notre parcours, de tout ce qu'on propose au monde, de notre présence en entier, dans la globalité, dans notre complexité, nos qualités, nos errances, nos peurs. C'est tout cela qu'on va apprendre à montrer aux autres lorsqu'on guérit au fur et à mesure, et pas juste les bouts de nous qui avaient été validés enfants, pas juste la version raffinée qui a été réexaminée pour ne pas être rejetée, mais vraiment tout. Et tant que vous ne vous révélez pas dans ce tout, tant que vous triez l'ivraie et le bon grain, et bien cela vous indique que vous n'avez pas encore accédé à votre authenticité. Tant que vous montrez que ce qui est fort est glorieux, tant que vous refusez de rencontrer des gens parce que par exemple vous avez peur qu'ils vous rejettent, et ben vous ne vous montrez pas dans cette partie apeurée de vous-même qui pourtant indique une histoire, un cheminement et qui est donc à sa place. Et si vous montrez plutôt le contrôle, et bien là on bascule dans l'inauthentique et l'insincère. Et donc je sais qu'il y a un risque à se montrer authentique, le risque que certains s'en servent contre vous, sauf qu'en face, il y a un risque pire que celui-là, c'est de passer une vie non authentique, sans véritable connexion, où les gens ne rencontrent finalement que la version de vous qui a été autorisée à exister. Et je pense que c'est une injustice totale d'avoir été non seulement blessés par nos parents et puis finalement de poursuivre toute une vie, un modèle qu'ils ont fait créé par indifférence, par méconnaissance, certains par méchanceté. Je pense que cette injustice-là, elle a quand même quelque chose d'assez tragique. Une vie de constant rejet de soi, haine de sa fragilité. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement se tromper, tomber, même expérimenter le rejet, et puis se relever, que de vivre derrière une muraille parfaitement safe, mais aussi parfaitement déconnectée de qui on est vraiment et de nos véritables besoins qui sont toujours légitimes aujourd'hui. Je vais vous laisser méditer dessus.
C'est dense, ces sujets, il n'y a rien de très léger, rien de très évident là-dedans. Si l'épisode a fait résonner des choses, dites-le moi sur Instagram, Swani Kanga. D'ailleurs, vous serez bientôt 2000 à avoir écouté ce podcast, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser une note aussi sur Spotify. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, descendre dans ces sujets, parce que réellement il y a une résonance, le nom de mon livre, je répète, c'est Métamorphose, comprendre et apaiser les traumas de notre enfance aux éditions Baudelaire. Vous le trouvez sur Amazon, Fnac.com, Cultura ou en librairie. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode et d'ici là, bonne semaine. Au revoir.